everyone, c'est moi et Duchesse pour notre dossier vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop étouffante, trop saturée par cette actualité qui ne nous laisse plus respirer. Et du coup, j'avoue qu'aujourd'hui, on va faire une pause, on va sortir du bruit environnant parce que ça m'a tapé sur le système nerveux. On se déconnecte un instant du tumulte pour revenir à ce qui nous passionne ici depuis le tout début de ma chaîne. Les mystères, les zones grises, les territoires qui résistent aux explications simples. Et vous allez voir que celui qu'on va explorer aujourd'hui, il est ancien, très très ancien. En juin 1909, dans les Great Smoky Mountains, un enfant de 6 ans joue à cache-cache avec sa famille. Il court, il rit, il disparaît derrière un buisson pendant quelques secondes à peine, le temps d'un souffle, d'un regard détourné. Quand les adultes avancent vers l'endroit exact où il aurait dû réapparaître, il n'y a plus rien, pas de cris, pas de chute, pas de traces évidentes. La forêt est intacte, presque indifférente. Les recherches mobilisent des centaines de personnes, des équipes entraînées, des moyens considérables. Les jours passent, les chiens perdent la piste, les hélicoptères survolent les crêtes. La montagne, elle, ne rend rien, comme si elle avait refermé quelque chose. On peut parler d'accident, on doit parler d'accident. Le terrain est escarpé, la végétation dense, les ravins nombreux, mais une question demeure lorsque l'on prend un peu de recul. Pourquoi certaines disparitions semblent-elles s'inscrire dans un motif plus ancien que les rapports officiels? Parce que oui, à quelques kilomètres de là, dans le côté de Jackson, repose une dalle de stéatite gravée depuis près de 5000 ans. 14 mètres carrés saturés de symboles, plus de 1500 marques superposées, entremêlées, accumulées comme les couches d'une mémoire qui ne se serait jamais effacée. Les Cherokees l'associent à Tzul'Kalu, un géant des montagnes, maître du gibier, gardien des hauteurs et des frontières invisibles. Un être capable de franchir les crêtes d'un bond, dont les mains auraient marqué la pierre en atterrissant. Une légende, nous dit-on, une métaphore, une manière poétique peut-être d'habiter le territoire. Mais si ce que l'on appelle un mythe n'était pas une invention, et si c'était au contraire une mémoire déformée, transmise sous la seule forme qu'il restait possible de transmettre? Parce que clairement, cette pierre n'est pas un dessin isolé. Elle est une saturation, un palimpeste. Un lieu où, siècle après siècle, on est venu inscrire quelque chose. Non pas pour décorer, mais pour baliser. Comme si ce point précis de la montagne avait toujours été perçu comme une frontière. Et si, justement, cette frontière n'avait jamais cessé d'exister? Question bien légitime. Aujourd'hui, les amis, on va mettre sur la même ligne temporelle une pierre gravée depuis des millénaires, un gardien mythique des hauteurs, des disparitions modernes qui résistent parfois à la logique et une région des États-Unis que l'on a longtemps réduite à du folklore rural. Non pas pour affirmer, bien évidemment, ni pour prouver, mais pour explorer une hypothèse. Et si certaines montagnes n'étaient pas seulement des paysages, mais des territoires encore habités par leurs anciennes règles? Installez-vous confortablement, les amis, parce qu'on y va, on y go et c'est maintenant. Bienvenue dans les Appalaches. À première vue, la Judacula Rock pourrait passer pour une simple vestige archéologique, une dalle de stéatite, roche tendre, entaillée au fil des siècles, aujourd'hui protégée dans un parc discret du comté de Jackson. Les panneaux parlent d'art rupestre, d'occupation archaïque, d'ajouts successifs jusqu'à la période historique Cherokee, une chronologie prudente, des hypothèses mesurées, un discours rassurant. Mais approchons-nous vraiment, regardez la surface, pas comme un touriste, comme un enquêteur. Les gravures ne composent pas une scène identifiable, elles ne suivent aucune narration linéaire. Elles se superposent, s'entrecroisent, s'imbriquent, regardez. Des pistes animales, des silhouettes humaines, des mains stylisées aux doigts étonnamment allongés, des cupules creusées profondément, des spirales, des tracés sinueux qui semblent commencer quelque part sans jamais vraiment aboutir. Et puis il y a cette entaille. Zoomons sur elle. Regardez cette ligne profonde qui traverse la pierre de part en part. Certains y voient une simple incision, d'autres parlent d'une démarcation symbolique. Mais regardez bien, elle ne suit aucune fissure naturelle de la roche. Elle ne correspond pas à une fracture géologique évidente. Elle tranche la surface comme si elle séparait deux champs invisibles.
Ce n'est clairement pas un dessin isolé, c'est une saturation intentionnelle. Je vous le disais, un palimpeste vivant. Plus de 1500 motifs recensés sur 14 mètres carrés, 1500 gestes distincts gravés à des époques différentes. Cela signifie qu'on est revenu ici, génération après génération, non pour remplacer l'empreinte précédente, mais pour s'y ajouter. Pourquoi revenir au même point fixe chargé et depuis des milliers d'années ? Si la pierre n'était qu'un support pratique, d'autres surfaces auraient été utilisées. Si elle n'était qu'un lieu d'extraction de bois en stéatite, comme certains le disent, l'usure technique dominerait. Or, ce qui domine, c'est la densité symbolique. Certaines recherches suggèrent une correspondance possible avec les sommets et les cours d'eau environnants. D'autres évoquent encore un registre rituel, chaque signe étant la trace d'une vision, d'un état altéré de conscience, inscrit dans la matière comme on consignerait une expérience intérieure. Qu'il s'agisse d'une cartographie sacrée ou d'un journal chamanique, l'idée reste la même. Cette dalle n'est pas décorative. Elle fonctionne. Mais elle fonctionne finalement pour marquer quoi exactement ? Un passage, une limite invisible, un espace où les règles ordinaires se modifient. Parce que oui, dans de nombreuses traditions, les lieux les plus chargés ne sont pas ceux où l'on construit, mais ceux où l'on revient, ceux où l'on dépose, où l'on grave, où l'on rappelle, comme si l'endroit lui-même était perçu comme un nœud, un point d'intersection entre différentes strates du réel. Autrement dit, un seuil, un endroit dont la fonction n'est pas de raconter une histoire, mais clairement d'indiquer une règle. C'est ici que la figure de Tzul'Kalu prend une autre dimension. Pour comprendre ce nom, il faut sortir de notre réflexe moderne qui range tout dans la case folklore. Vous savez que sur ma chaîne, on déteste ça, le folklore. C'est trop rapide pour ranger les idées qui dérangent. Chez les Cherokees, Tzul'Kalu, que les colons ont déformé en Judakula, n'est pas une créature de conte pour effrayer les enfants. C'est une figure des hauteurs, un géant des montagnes associé à la chasse, donc à la survie, donc à l'équilibre du vivant. Un gardien des hauteurs. Dans un monde où l'on vit du territoire, dire qu'un lieu est sous l'autorité d'un gardien, c'est dire que l'accès n'est pas libre, que tout ne se traverse pas sans conséquence. Si un peuple associe pendant des siècles un lieu précis à un gardien colossal, ce n'est peut-être pas pour effrayer les enfants. Certainement pas. C'est peut-être au contraire pour signifier que cet espace n'est absolument pas neutre. Un géant, diront certains, peut être simplement une mémoire amplifiée, une métaphore d'un pouvoir ancien, peut-être encore la personnification d'une force qui dépasse l'individu. Regardez ainsi, la Judakula Rock ressemble moins à un vestige qu'à une interface, un repère planté dans le paysage pour rappeler qu'ici, quelque chose commence ou s'arrête. Et c'est là que la superposition par contre devient troublante. Quand on place ce repère millénaire sur la carte, on n'est donc pas très loin des Great Smoky Mountains, comme je vous le disais d'ailleurs en intro. Et tout ça, vous allez le voir, a beaucoup de sens. Et quand en plus, à côté de cette pierre, on a des disparitions modernes, comme celle par exemple, entre autres, de Denis Martin en 1969, la question du seuil cesse d'être une belle idée. Elle devient une question concrète. Parce qu'à partir du moment où un lieu avale et ne restitue rien, on ne parle plus seulement d'un récit ancien. On parle d'un espace, d'une topographie, d'un territoire et peut-être d'un passage. Tzul'Kalu n'est pas une créature secondaire dans la cosmologie cherokee, ni un détail folklorique ajouté tardivement au paysage pour lui donner un peu de mystère. Absolument pas. Il appartient à une vision du monde dans laquelle les reliefs, les rivières et les forêts ne sont pas de simples décors, mais des espaces traversés par des règles précises. Dans cette vision-là, la montagne n'est pas un amas de roches. Elle est un lieu investi d'une autorité symbolique. Et c'est ce que nous allons explorer. Les récits parlent d'un être immense, capable de franchir les crêtes en un seul bond, dont les yeux sont décrits comme obliques, attentifs, presque omniscients. On dit qu'il surveille le gibier, qu'il décidait de l'abondance ou de la rareté, qu'il veillait à l'équilibre entre les hommes et les ressources animales, et surtout qu'il conditionnait l'accès à certaines zones. Pour un peuple dont la survie dépend directement de la chasse, cette fonction n'a absolument rien d'anecdotique. Celui qui contrôle symboliquement le gibier contrôle la continuité même du groupe. Tzul'Kalu n'est donc absolument pas un monstre. Il représente une forme d'ordonnancement du territoire, une présence associée aux crêtes, aux zones liminaires, à ces espaces où l'on quitte le monde habité pour pénétrer dans l'inconnu.
La légende qui associe son empreinte à la Judukula Rock n'est pas simplement spectaculaire. En racontant qu'il aurait sauté d'une montagne sacrée jusqu'à cette dalle, laissant la marque de ses mains pour stabiliser son élan, le récit inscrit dans la mémoire collective l'idée d'un point précis du paysage qui est lié à une autorité plus ancienne que les hommes. La pierre devient ainsi un rappel matériel d'une hiérarchie invisible. Et forcément, si l'on élargit le regard au-delà des Appalaches, un fait demeure absolument troublant. Les figures colossales associées au relief ne sont pas marginales, elles sont bel et bien structurelles. On les retrouve en Scandinavie avec les Jotnar, dans la Grèce antique avec les Titans, dans certaines traditions du Proche-Orient avec les Néphilim, dans le monde celtique encore avec les Faux-Moires. Les noms diffèrent, les cosmologies varient, mais un schéma revient avec une régularité presque mécanique. Des êtres primordiaux, plus grands que les hommes, liés aux montagnes, aux ressources, aux zones de passage. Ce motif surgit dans les reliefs escarpés, dans les territoires où justement la verticalité impose une hiérarchie naturelle. Alors bien évidemment, on peut invoquer la psychologie collective. L'être humain projette des figures à l'image de ce qui le dépasse. Une montagne écrase, domine, impose le silence. L'imaginaire lui donne un visage. Cette lecture existe surtout dans le narratif officiel. Mais par contre, elle ne clôt absolument pas la question. Pourquoi, dans des cultures sans contact direct, retrouve-t-on la même articulation entre hauteur, gigantisme et régulation des ressources ? Pourquoi ces entités sont-elles presque toujours décrites comme antérieures à l'ordre actuel, comme si elles appartenaient à un avant dont la mémoire aurait été reléguée au récit ? Question bien légitime. Les preuves officiellement reconnues concernant d'éventuelles humanités de grande stature sont aujourd'hui présentées comme fragmentaires, discutées ou encore marginales. Cela ne constitue pas une conclusion définitive, par contre. Cela indique simplement que le dossier est classé dans une catégorie précise. Or, l'histoire des sciences montre que ce qui est classé n'est pas toujours ce qui est clos. Et ça, c'est très important. Un mythe peut être une amplification symbolique. Une population perçue comme physiquement dominante peut devenir géante dans la mémoire collective. Ça, c'est les explications. Une élite ancienne peut être agrandie par le récit. Mais l'inverse mérite également d'être envisagé. Qu'une mémoire concrète, transformée par le temps, ait été progressivement réduite à une fonction purement métaphorique alors qu'il s'agit de quelque chose d'autre. La mémoire humaine conserve les impressions, pas les proportions exactes. Et lorsque ces impressions traversent les millénaires, elles se condensent en figures archétypales. Replacé dans cette perspective, Tzul'Kalu cesse d'être une curiosité régionale. Il devient la déclinaison apachaléenne d'un monde narratif plus vaste, celui d'une entité antérieure associée aux hauteurs, chargée de maintenir un équilibre que les humains doivent respecter ou redouter. La Judukala Rock, dans ce cadre, ressemble moins à une simple dalle gravée qu'à un marqueur de continuité. Elle atteste qu'avant les cartes modernes, avant les parcs nationaux, avant les sentiers balisés, ce territoire était déjà pensé comme structuré par des règles invisibles. La modernité a choisi de ranger ces récits dans la catégorie mythe, parce que ça facilite le narratif officiel. Les classer ainsi permet de les protéger comme patrimoine culturel, mais aussi surtout de les neutraliser comme hypothèse explicative. Une fois étiquetés, ils cessent d'être des clés de lecture pour devenir des objets d'étude. La montagne redevient un relief, la pierre redevient un artefact. Le géant redevient une fable, du moins, comprenez-le, dans le cadre académique dominant. Pourtant, les disparitions modernes, les témoignages récurrents, les zones réputées imprévisibles ne disparaissent pas avec la classification académique. Ils persistent dans les marges, expliqués au cas par cas, rarement mis en perspective avec la longue mémoire du lieu, comme d'habitude. La question ici n'est donc pas de trancher l'existence ou l'inexistence des géants, qui suis-je pour décider de ce qui est vrai ou pas. Mais par contre, elle est de savoir si dans les Appalaches, le récit ancien et les phénomènes modernes ont toujours été totalement séparés, ou si cette séparation est elle-même une construction récente. Avant de parler de disparition, avant d'évoquer les témoignages, avant même de revenir à la moindre affaire contemporaine, il faut s'arrêter sur un fait rarement mis en perspective lorsque l'on parle de cet endroit. Les Appalaches sont parmi les chaînes de montagnes les plus anciennes de la planète. Alors,
Elles ne sont pas spectaculaires comme les Rocheuses. Elles ne sont peut-être pas vertigineuses comme l'Himalaya. Elles sont, au contraire, érodées, arrondies, presque modestes. Et pourtant, leur âge dépasse largement celui de nombreux reliefs plus imposants. Elles étaient déjà là bien avant que l'Atlantique ne s'ouvre sous sa forme actuelle, rendez-vous compte. Regardez cette carte géologique. Les Appalaches forment un arc ancien, usé par le temps, comme une cicatrice continentale qui traverse l'est de l'Amérique du Nord. Officiellement, cette ancienneté relève uniquement de la géologie, un empilement de plaques tectoniques, des collisions anciennes, des soulèvements, puis des millions d'années d'érosion. Mais une question demeure rarement posée. Qu'implique réellement un relief aussi ancien en termes d'occupation humaine, de mémoire accumulée, de couches culturelles superposées ? Un territoire vieux de centaines de millions d'années n'est pas neutre. Il est creusé, strié, parcouru de failles invisibles. Les Smoky Mountains, en particulier, abritent un réseau dense de grottes, de galeries naturelles et de dépressions dissimulées sous la canopée. Certaines sont cartographiées, d'autres le sont moins. Les relevés officiels existent, mais comme souvent, ils sont partiels. La brume caractéristique des Great Smoky Mountains, qui leur a donné leur nom, est expliquée par l'évapotranspiration des forêts denses. Les composés organiques volatiles libérés par la végétation créeraient ce voile bleuâtre qui flotte entre les crêtes. Bien évidemment, c'est l'explication admise, le narratif officiel. Mais imaginez, des vallées encaissées, du brouillard qui monte lentement, une crête qui disparaît en quelques mètres et le son qui se déforme entre les parois boisées. Lorsque l'on superpose cette densité végétale, cette topographie tourmentée et cette visibilité réduite, on obtient un environnement où la perception humaine devient instable. Les distances sont faussées, les sons se propagent de manière imprévisible, les lignes de vue se brisent brutalement. Un paysage peut générer des illusions. Il peut aussi masquer des choses. L'isolement historique des Appalaches renforce cette singularité. Pendant des décennies, certaines zones sont restées difficilement accessibles. Des communautés entières ont vécu en quasi-autarcie. Les traditions orales y ont survécu plus longtemps qu'ailleurs. Les récits de créatures, d'entités, de choses dans les bois n'y ont jamais complètement disparu. Officiellement, cela relève du folklore régional, d'un imaginaire rural nourri par l'isolement. Mais une autre lecture consiste à observer que l'isolement protège aussi des récits que la modernité n'absorbe pas facilement. Les Appalaches ne sont pas seulement anciennes, elles ont été exploitées. L'extraction minière, notamment le charbon, a creusé le sous-sol pendant plus d'un siècle. Des tunnels ont été percés, abandonnés, oubliés. Je vous le disais, certaines cartes minières sont publiques, d'autres sont incomplètes. Des zones ont été consolidées, d'autres se sont effondrées. Et sous la surface, des mines abandonnées, des galeries instables, des tunnels effondrés dont les entrées ne figurent pas toujours sur les cartes accessibles au public. Un relief ancien, un sous-sol profondément entamé, des galeries multiples, une visibilité réduite, un territoire historiquement isolé. Pris séparément, ces éléments ne prouvent rien. Par contre, ensemble, ils composent un environnement où la disparition n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être définitive. Lorsque des disparitions surviennent dans un tel contexte, l'explication dominante évoque la désorientation, l'accident, la faune sauvage, l'exposition aux éléments. Ces hypothèses existent et elles sont plausibles. Mais elles sont souvent avancées de manière isolée, sans mise en perspective, avec la longue mémoire symbolique du lieu. Si pendant des millénaires un territoire est perçu comme structuré par des forces invisibles, et que ce même territoire, aujourd'hui encore, concentre des phénomènes inexpliqués, la séparation stricte entre mythe ancien et réalité moderne mérite au moins d'être interrogée, il me semble. La question n'est pas de substituer une explication surnaturelle à une explication rationnelle, pas du tout. La question est de savoir si le cadre rationnel actuel suffit à rendre compte de tout. Je le répète, les Appalaches ne sont pas un simple décor naturel. Elles constituent un espace ancien, stratifié, saturé de mémoire, géologique, humaine, symbolique. On ne peut pas le réduire. Et c'est dans ce paysage stratifié, chargé d'épaisseur historique, que des gens continuent de disparaître, parfois sans laisser la moindre trace. Et c'est pour ça que tout ceci ajoute beaucoup à tout cela. Il existe des disparitions qui semblent appartenir au hasard et d'autres qui semblent appartenir au lieu, je vous le disais. Le 14 juin 1969, à Spencefield, un enfant de 6 ans joue avec un autre membre de sa famille sur un plateau d'altitude des Great Smoky Mountains. Le geste est simple,
presque banal, se cachait derrière un buisson pour surprendre son père. En quelques secondes, le jeu se dissout dans une absence qui, depuis plus d'un demi-siècle, n'a jamais été comblée. Il s'agit bel et bien d'un mystère. Raconté isolément, l'événement tient en quelques lignes. Disparition rapide, recherche massive, absence de résultats. Officiellement, plusieurs hypothèses ont été évoquées. Désorientation, chute, attaque animale, intervention d'un tiers, sans qu'aucune ne s'impose définitivement. Le dossier n'est pas clos, les amis. Il est rangé. Mais replacer cette disparition dans le décor que nous venons de décrire change subtilement sa texture. Springfield n'est pas une prairie lisse. C'est un plateau entouré de ruptures de terrain, de pentes boisées, de creux invisibles depuis la ligne de crête. Le relief n'y est pas spectaculaire, il est piégeux. La végétation absorbe le son. La brume fréquente altère les distances. Le sous-sol, comme dans de nombreuses zones des Appalaches, est parcouru de cavités naturelles et d'anciennes galeries minières dont la cartographie complète n'est pas toujours accessible. Dans un tel environnement, une disparition peut être expliquée. Elle peut être aussi rendue irréversible. Ce qui frappe dans l'affaire Denis Martin n'est pas seulement l'absence d'indices, mais l'ampleur des recherches déployées. Plus de 1000 personnes mobilisées, des unités militaires entraînées, des chiens, des hélicoptères. L'intensité de l'effort contraste avec le vide du résultat. Alors on peut soutenir que le terrain suffit à justifier cet échec. On peut également se demander si le terrain est précisément l'élément que l'on sous-estime. Parce que quand même il a disparu en une poignée de secondes. Depuis des siècles, ces montagnes sont décrites comme des espaces où l'on ne circule pas sans conséquence. Cette description est aujourd'hui classée dans la catégorie du mythe. Pourtant, lorsqu'un événement moderne survient dans le même espace, l'analyse contemporaine le traite comme si le lieu était neutre. La neutralité du territoire est-elle un fait, les amis, ou un postulat? Il ne s'agit bien sûr pas d'attribuer la disparition de ce pauvre enfant à une entité légendaire, ni de transformer un drame familial en symbole abstrait sous prétexte que je crois que je détiens la vérité. Non, non. Il s'agit d'observer que certains points du relief concentrent des absences définitives avec une irrégularité troublante, et que ces mêmes points étaient déjà, dans les récits anciens, identifiés comme des zones liminaires. Si le territoire n'est qu'un décor, alors chaque disparition est un accident isolé. Mais si le territoire agit par sa configuration, par ses strates invisibles, par sa mémoire accumulée, alors la disparition de Denis Martin cesse d'être un simple fait divers. Elle devient un indice dans une configuration beaucoup plus large. Un indice, pas une preuve. Et dans les Appalaches, les indices semblent toujours s'agréger autour des mêmes reliefs. Parce que oui, si l'affaire Denis Martin était un cas unique, elle pourrait demeurer dans la catégorie des tragédies inexpliquées. Je confesse. Les montagnes sont vastes, les accidents arrivent, les recherches échouent parfois. Mais ce qui intrigue n'est pas l'existence d'une disparition, c'est la récurrence du motif, vous allez comprendre. Au fil des décennies, d'autres noms se sont ajoutés aux archives des Smoky Mountains et du long ruban de l'Appalachian Trail. Des randonneurs expérimentés, des marcheurs solitaires, des personnes en bonne condition physique, parfois retrouvées à des kilomètres du point initial de leur disparition, parfois jamais retrouvées du tout. Chaque dossier possède une explication potentielle, déshydratation, hypothermie, désorientation, fatigue cognitive. Pris séparément, chaque cas semble compatible avec la fragilité humaine face au relief. Mais lorsque l'on superpose les localisations, un détail revient. Les disparitions ne sont pas réparties de manière homogène. Elles tendent à se concentrer dans des zones de transition, plateaux d'altitude, ruptures de crête, secteurs proches de réseaux souterrains connus ou supposés. Ce constat ne constitue absolument pas une preuve, je le répète, mais il constitue néanmoins une configuration. Certaines recherches indépendantes ont tenté de cartographier ces clusters. Officiellement, ces travaux sont critiqués pour leur méthodologie. Les autorités évoquent des biais de sélection, des corrélations hasardeuses et j'en passe. Mais ces critiques existent malgré tout. Et elles n'effacent pas une interrogation plus large. Pourquoi certaines portions du territoire semblent-elles produire davantage d'absences définitives que d'autres à fréquentation comparable ? Les Appalaches ne sont pas seulement un relief ancien. Elles sont un espace où la perception peut se déformer. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Les vallées encaissées modifient la propagation des sons. Le brouillard réduit la profondeur visuelle. Les dépressions naturelles et les galeries abandonnées fragmentent la surface apparente. Dans un tel environnement, la frontière entre se perdre et disparaître,
je l'avoue, devient très ténue. D'ailleurs, les randonneurs locaux évoquent des règles tacites. Ne jamais quitter le sentier à la tombée de la nuit, ne pas répondre à une voix qui semble provenir d'une direction incertaine, ne pas poursuivre un bruit sans visibilité claire. Ces règles relèvent officiellement de la prudence élémentaire. Officieusement, elles ont été établies à partir d'événements répétitifs extrêmement paranormaux. À mesure que les dossiers s'additionnent, la question évolue. Il ne s'agit plus de savoir si chaque cas peut recevoir une explication individuelle, mais si l'addition de ces cas dessine au contraire une structure. Une structure où le territoire n'est pas simplement le cadre de l'événement, mais l'un de ses facteurs actifs. Bien sûr, l'explication dominante du narratif officiel privilégie toujours l'erreur humaine. Elle est cohérente, elle est rassurante, elle maintient la neutralité du paysage. Mais moi, je pose cette question. Et si le paysage n'était pas neutre? Si certaines zones fonctionnent comme des pièges naturels, topographiques, acoustiques, souterrains, que nous sous-estimons parce que nous les considérons comme maîtrisés, il y a peut-être autre chose. Oui, si, plus radicalement encore, ces montagnes conservent des strates que notre lecture contemporaine ne sait plus interpréter. Il ne s'agit pas d'introduire une entité invisible pour combler un vide explicatif. Il s'agit de reconnaître que la répétition du motif mérite plus qu'une addition de causes isolées et que ces dernières questions sont très légitimes. Dans les Appalaches, les disparitions ne sont peut-être pas des anomalies, comme veut nous le faire croire le narratif officiel. Elles sont peut-être les symptômes d'un territoire que nous continuons de parcourir comme s'il était simple. Les opérations de recherche dans les Great Smoky Mountains reposent sur un modèle précis. Dernier point de vue, rayon de progression, battu concentrique, survol aérien, chien pisteur. C'est une méthodologie conçue pour un terrain continu. Mais le problème, c'est que les Smokies ne sont absolument pas continus. Whitehawk Sink, par exemple, n'est pas une simple carrière, vous le voyez en photo. C'est un système karstique actif. Des cavités calcaires s'y prolongent sous la surface. Certaines ont été cartographiées par des spéléologues locaux, d'autres restent partiellement documentées. On sait que l'eau y circule sous terre sur plusieurs kilomètres. Springfield, où Dennis Martin disparaît en 1969, se situe dans une zone de relief entaillé, à proximité de secteurs présentant des fractures naturelles et d'anciennes exploitations minières plus au nord. Les archives minières de la région des Appalaches, notamment dans le Tennessee et la Caroline du Nord, montrent que des milliers de galeries ont été creusées de manière assez inexplicable entre 1880 et 1940. Beaucoup ont été abandonnés. Les relevés officiels existent, mais ils ne constituent pas une cartographie exhaustive au mètre près. Les historiens locaux le reconnaissent eux-mêmes. Caddis Cove, autre secteur régulièrement cité dans des témoignages étranges, est entouré, lui, de reliefs plissés et de zones où le substrat calcaire favorise les cavités. Ces éléments, par contre, ici, sont factuels. Ils ne relèvent absolument pas du folklore. Maintenant, superposons-les. Superposons les zones karstiques connues, les concessions minières historiques, les points de disparition non résolus. On obtient alors des recoupements récurrents. Pas partout, bien sûr, mais en tout cas suffisamment pour que la question mérite d'être posée. La plupart des enquêtes partent d'un présupposé implicite. La disparition s'est produite en surface. On cherche un corps dans la forêt, on cherche une trace au sol, on cherche une sortie. Mais si le terrain autorise des passages verticaux invisibles depuis un sentier, avez-vous bien cherché? Dans les Appalaches, les récits de Bigfoot et de créatures massives se concentrent précisément dans des zones reculées, difficiles d'accès, proches de formations géologiquement complexes. Les rapports ne viennent pas des centres urbains, ils émergent dans les secteurs les plus fracturés du relief et il y en a pléthore. Les mimics, ces voix qui imiteraient un proche, sont aussi signalées dans des vallées encaissées où l'acoustique est déformée par la topographie. Les Brown Mountain Light apparaissent dans une zone de fracture géologique documentée. Alors bien évidemment, officiellement, chaque phénomène est traité séparément. Les disparitions sont des accidents ou des fugues. Les cryptides, c'est du folklore. Les lumières, c'est de l'illusion atmosphérique. Mais le territoire, lui, est unique. Un relief ancien, des fractures naturelles, des cavités, des galeries humaines, des zones partiellement cartographiées. Quand un environnement permet physiquement l'existence d'espaces invisibles, il rend plausible des hypothèses que d'autres régions ne supportent pas. Certaines théories dites conspirationnistes parlent de bases souterraines d'activités dissimulées, de réseaux non publics.
Les preuves officiellement reconnues sur ces points sont discutées, fragmentaires, controversées comme toujours. Mais ce qui est indiscutable en revanche, c'est la réalité d'un sous-sol volumineux, ancien, exploité, partiellement oublié. La question devient donc méthodologique. Et si l'on cherchait toujours au mauvais niveau et qu'on oubliait même volontairement les autres niveaux? Pas parce qu'il y aurait nécessairement une créature, je sais pas ce que je dis, pas parce qu'il y aurait nécessairement une base, mais parce qu'un territoire tridimensionnel est analysé comme un simple paysage horizontal. Et ça déjà de base, c'est pas possible. Et dans un espace où la surface n'est qu'une fine couche au-dessus d'un monde creusé, la disparition totale cesse d'être statistiquement absurde. Elle devient géographiquement possible. Il y a un point que personne ne relie publiquement. Les Appalaches sont l'une des chaînes les plus exploitées industriellement des États-Unis. Charbon, gaz, concessions privées, forêts fédérales, terrains sous juridiction multiples. Des milliers de kilomètres de galeries minières ont été creusés entre 1980 et 1950, je vous le disais. Certaines cartes sont archivées au Tennessee State Library. D'autres sont conservées par d'anciennes compagnies. Il n'existe, dites-vous, pas de base centralisée exhaustive accessible au public, croisant concessions minières, cavités karstiques et incidents signalés. C'est un fait administratif. Autre fait, il n'existe pas de base nationale complète et publique des disparitions dans les parcs fédéraux. Les données sont aussi fragmentées, gérées localement, parfois difficiles d'accès sans requête formelle. Dans un territoire simple, ce serait très problématique. Dans un territoire creusé, c'est une variable majeure. Maintenant, ajoutons un troisième élément. Les Appalaches concentre depuis des décennies un nombre anormalement élevé de signatures de créatures dites cryptides. Bigfoot dans les Smokies, Dogman dans certaines portions plus au nord, lumière inexpliquée à Brown Mountain. Ces phénomènes sont officiellement classés comme folklore ou erreur d'interprétation, alors que je vous le disais, il y en a plein. Très bien. Mais observons la géographie. Les signalements émergent presque toujours dans des zones reculées, proches de reliefs fracturés, de cavités naturelles ou d'anciens sites miniers, systématiquement. Et honnêtement, ce que cela montre, c'est clairement une constante. L'anomalie narrative apparaît là où la géologie est la plus complexe. Et ça, c'est suffisamment fort pour retenir mon intérêt. Ajoutons maintenant une hypothèse encore plus dérangeante. Si un territoire autorise physiquement des volumes invisibles depuis la surface, si des galeries anciennes communiquent avec des fractures naturelles, si certaines zones restent partiellement documentées, alors ce territoire permet normalement, matériellement, l'existence d'espèces non observables. Et quand un espace permet l'invisible, je le répète, il permet aussi la dissimulation. Pas forcément des géants, mais de quelque chose d'autre, tout aussi étrange. Espèces non cataloguées, activités souterraines non publiques, zones tampons dont on ne préfère ne pas parler. Les preuves officiellement reconnues sur ces sujets sont toujours controversées et dites complotistes. Mais la structure géologique, on a beau faire et taper son petit cucu par terre, ne change pas. Et c'est ça, la vérité, elle est là. La vraie question n'est donc pas ici dans ce sujet, est-ce que le Bigfoot existe? La vraie question, c'est pourquoi le récit officiel fragmente-t-il systématiquement les phénomènes au lieu de les analyser ensemble, surtout quand, comme ici, ils viennent de la même région? Pourquoi les disparitions sont-elles traitées isolément? Pourquoi les signalements cryptides sont-ils ridiculisés sans étude transversale? Pourquoi la volumétrie réelle du terrain n'est-elle presque jamais intégrée dans la narration publique? Ce sont clairement, les amis, des angles morts. Et un angle mort, par définition, est un espace qu'on ne regarde pas alors qu'il existe. Les Appalaches ne sont pas vides, et ça, j'en suis certaine. Elles sont au contraire pleines. Pleines de mémoire, pleines de couches géologiques, pleines de volumes que la surface ne révèle pas. La Judacula Rock n'est pas isolée. Elle appartient à un territoire ancien que les peuples qui l'habitaient considéraient comme structuré par des limites invisibles. Ça a quand même beaucoup de sens. Aujourd'hui, ce même territoire est perforé par des galeries minières, traversé par tout un tas de réseaux, c'est documenté de manière partielle et c'est ponctué de disparitions concentrées dans des zones géologiquement complexes. C'est quand même, pour moi, les signalements de créatures massives émergent dans ces mêmes secteurs reculés. Les phénomènes lumineux apparaissent le long de fractures connues. Les cartes publiques existent, mais elles ne croisent jamais l'ensemble des données. Et tout ça est on ne peut plus étrange. Ce qui frappe, ce n'est donc pas un élément isolé ici, c'est au contraire la superposition.
Parce que là, ça fait quand même beaucoup pour une seule région. Quand plusieurs strates convergent au même endroit, la question, selon moi, change de nature et ne peut pas coller à un narratif officiel linéaire. Les Appalaches ne sont pas un décor neutre, elles sont un système. Et tant que ce système sera analysé par fragments, il restera toujours quelque chose qui échappe. Voilà les amis, j'espère que ce sujet vous aura autant captivé qu'il m'a obsédé en le préparant. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit peu des vidéos sur les différentes disparitions et phénomènes énormes? Parce que les Appalaches font partie de ces territoires qui m'attirent de plus en plus. Ceux d'ailleurs qui me suivent depuis le début de ma chaîne savent que je parle souvent de partir explorer certains lieux étranges et bizarres et mystérieux moi-même, caméra en main. Mais vous savez quoi, je crois que cette année 2026 sera l'année où je me lance vraiment. Il se pourrait bien d'ailleurs que les Appalaches soient ma première destination parce que j'ai adoré faire ce sujet. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le geste, likez, commentez, partagez, boostez, c'est simple, ça ne prend qu'une seconde et ça aide énormément la chaîne à continuer d'exister et à toucher les nouveaux esprits curieux. Aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que plus on est nombreux, plus on peut aller loin. Et le but, c'est d'aller encore très loin. Je vous souhaite maintenant, les amis, une très belle fin de dimanche. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve quant à nous jeudi pour nos 3 actus insolites de la semaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, les amis, stay safe.